D'abord, bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Je voudrais commencer par vous dire deux choses. La première, c'est que je suis absolument désolé de ne pas être avec vous. Et comme vous pouvez peut-être le voir en regardant l'immeuble derrière la fenêtre derrière moi, je suis retenu à Paris par un autre virus, en fait. Et j'en suis absolument désolé parce que, d'une part, ça aurait été pour moi la première occasion de vous rencontrer tous de visu. Euh, et que d'autre part, c'est un moment qui est très important pour nous et pour l'initiative que je coordonne au nom de YAPAC. La deuxième chose que je voudrais dire pour commencer, c'est que je voudrais remercier deux institutions, organisations très très différentes. Ça va peut-être un peu vous surprendre. Je voudrais d'abord remercier SIDAction, parce que c'est grâce à SIDAction que j'ai rencontré Nari Kemsada, et la deuxième organisation grâce à laquelle j'ai rencontré Nari Kemsada et les politiques de Mayotte, c'est le sponsor de cet événement, c'est Gilead. Et finalement, pour nous, c'est grâce à ces deux organisations-là, très différentes, qu'on est arrivé à se mettre en réseau et à faire que Mayotte rejoigne l'initiative, ce qui débouche aujourd'hui sur ce colloque et qui va déboucher sur des programmes à venir après. Et donc voilà, c'est peut-être un peu décalé par rapport à votre quotidien, mais je tenais à remercier les deux parce que ça a été très important pour nous. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut partager la petite présentation que j'ai prévue, je ne la vois pas moi-même. Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer si le PowerPoint est partagé? Une petite patience, Bertrand. D'accord, ma meilleure qualité. Tout va bien se passer. C'est fait de notre côté. Super. Vous la voyez? Oui. Parfait. Alors, je vais repartir vraiment des bases de l'initiative pour ceux qui ne la connaîtraient pas. L'initiative dans laquelle le colloque se situe aujourd'hui, c'est une initiative qui en anglais s'appelle Fast Track Cities et en français qui s'appelle les villes et les territoires engagés contre le VIH, qui a été créée au 1er décembre 2014, donc la journée mondiale contre le sida, il y a un peu plus de 7 ans maintenant, à l'initiative de 4 organismes, celui pour lequel je travaille moi, qui est YAPAC, qui est l'Association internationale des soignants du VIH, la mairie de Paris, et puis deux agences de l'ONU, dont une que vous connaissez sûrement très très bien, qui est ONU-SIDA, et l'autre que vous connaissez peut-être un peu moins bien, qui est ONU Habitat, et qui, dans l'initiative, aide au développement de structures de santé dans un certain nombre de pays en développement où il y a des villes membres de l'initiative. Alors, au départ, on a créé cette initiative pour plusieurs raisons. La première, et celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est que dans la lutte contre le VIH, il y a une catégorie de politique qui a toujours été engagée et qui ne s'est jamais éloignée de notre combat, ce sont les élus locaux. Et les différents discours qu'on a entendus aujourd'hui déjà nous montrent qu'à Mayotte, c'est vraiment le cas. Euh, et puis, parallèlement à ça, le travail de ces élus locaux et le travail des communautés locales et des cliniciens locaux, on le trouvait assez peu valorisé au niveau international. Quand vous allez dans des réunions internationales au niveau des agences de l'ONU ou des grandes organisations internationales, on vous parle des autres organisations internationales, on vous parlait beaucoup des gouvernements nationaux, on vous parlait jamais du rôle des élus locaux et du rôle des associations locales et des cliniciens au niveau local. Or, on voyait qu'une bonne partie de ce travail, il était fait évidemment au niveau local. Et nous, on voulait vraiment valoriser ça et pouvoir permettre à ces différents réseaux au niveau local de se mettre ensemble aussi et de pouvoir avancer plus vite par cette façon de faire là. Alors sur la slide suivante, la diapo suivante, je vous rappelle les quatre objectifs principaux de l'initiative. Si quelqu'un peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà.
Donc, alors, les trois premiers objectifs de l'initiative, vous les connaissez, c'est ce qu'on appelle les 3,95 d'ici 2030. C'est-à-dire que les villes et les territoires qui s'engagent dans l'initiative s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que d'ici 2030, il y ait 95% des personnes séropositives qui connaissent leur statut, donc qui se soient fait dépister, qui aient eu accès au dépistage, que 95% de ces personnes-là soient sous traitement, et que 95% des personnes sous traitement aient une charge virale indétectable. Alors ce troisième objectif, il peut paraître un petit peu technique, mais il a une raison d'être, deux raisons d'être très claires. D'une part, quand on a une charge virale indétectable, tout simplement, on ne tombe pas malade. Et d'autre part, quand on a une charge virale indétectable, on ne peut pas transmettre le virus. Donc c'est un moyen aussi d'utiliser les traitements comme outil de prévention, et ça vient enrichir finalement la palette des outils de prévention qu'on a, et c'est un moyen de créer une espèce de cercle vertueux dans lequel l'accès au traitement, le maintien dans le traitement et la charge virale indétectable empêchent les nouvelles contaminations. Et puis le quatrième objectif, qui est un objectif qui est central pour nous, c'est pour ça que je l'ai souligné ici, c'est de tendre vers zéro discrimination, zéro stigmatisation. Là encore pour plusieurs raisons. La première étant que aucun des 3,95 ne sera atteint dans un contexte dans lequel il y a de fortes discriminations. Et puis le deuxième, j'y reviendrai dans 2 minutes, dans 2 diapositives. Alors si vous pouvez passer à la diapositive suivante, on a ajouté à la demande des villes et des territoires signataires en 2018 un certain nombre d'autres objectifs, dont certains ont déjà été d'ailleurs évoqués dans les interventions précédentes. Des objectifs de travail sur l'hépatite C, de travail sur la tuberculose, de travail sur les IST, et puis des objectifs de meilleure gestion du VIH à long terme, et d'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. Alors, 2 catégories de nouveaux objectifs là. Une catégorie qui est de se dire que quand on travaille sur le VIH, on ne peut pas ignorer ni les hépatites, ni la tuberculose, ni les IST. Et puis, un autre objectif qui est de se dire que dans une initiative qui pouvait paraître très médicale dans ses objectifs, eh ben, il faut aussi inclure une dimension peut-être plus humaine et de prise en charge globale de la personne. C'est ce qu'on a voulu faire avec ces objectifs-là. Alors sur la diapositive suivante, qui est en partie en anglais, j'en suis désolé, si vous pouvez passer à la prochaine diapositive. Alors, ce que j'ai voulu souligner avec cette diapositive, c'est que dans le cadre de l'initiative, un territoire signataire comme Mayotte doit d'abord s'interroger, et c'est ce qu'on va faire pendant ces 2 jours, sur l'état des lieux des différents pas du continuum prévention-soins. Le but du jeu étant d'identifier à la fois ce qui est déjà bien fait, et un des objectifs de l'initiative, c'est aussi de mettre en valeur ce qui est déjà bien fait au niveau du territoire, et il y a certaines choses qui ont déjà été évoquées là-dessus d'ailleurs, et puis aussi d'identifier ce qui manque. En découpant un petit peu chaque pas du continuum et en essayant de voir entre le premier aspect qui est l'information, la prévention, l'accès au dépistage, et puis le dernier aspect qui est la charge virale indétectable, où sont les priorités, où est-ce qu'il y a les choses à faire les plus importantes. Et puis la chose importante qui traverse tout ça et que j'ai indiqué en bas, ce sont les droits humains. Ce qui revient à ce que je disais il y a 5 minutes sur les discriminations. C'est-à-dire que ce qu'on pousse nos partenaires à faire, mais je crois qu'à Mayotte, tu n'auras pas besoin de beaucoup vous pousser, c'est quand on réfléchit à des nouveaux programmes qu'on voudrait mettre en place, de se dire aussi, est-ce que ce nouveau programme, il va aider à lutter contre les discriminations? Est-ce qu'il va aider à améliorer la situation sociale des gens à qui on s'adresse? Est-ce qu'il va aider finalement la population et les personnes ciblées de manière un petit peu plus globale que d'un point de vue strictement médical? Et puis surtout, est-ce qu'il va impliquer
les personnes et les communautés ciblées dans le design et la mise en place des programmes en question. Alors, si vous pouvez passer à la diapositive suivante. Qui reprend un peu les différents aspects, les différents points d'intervention possibles de nouveaux programmes dans le cadre de l'initiative, et puis qui souligne en bas surtout l'état d'esprit de l'initiative. C'est-à-dire que ce qu'on a voulu faire et la condition pour nous pour que l'initiative fonctionne au niveau local, c'est qu'il y ait une implication à la fois des élus locaux et des administrations, des cliniciens et des soignants, et puis des communautés, des associations. Et si les trois arrivent à travailler ensemble, alors là, on peut effectivement développer des nouveaux programmes et améliorer le continuum prévention-soins et donc aller plus rapidement vers les objectifs globaux de l'initiative. Et pour nous, c'est vraiment la clé pour que l'initiative soit efficace au niveau local, qui est cette collaboration entre ces trois catégories d'intervenants et d'acteurs locaux. Encore une fois, si je regarde les différents intervenants qui ont pu parler avant moi et les invités du colloque, je pense que Mayotte, vous êtes plutôt bien parti sur cette voie-là et j'espère que les conclusions du colloque iront aussi dans ce sens-là. Alors, si vous pouvez passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Je voulais vous mettre quelques focus un petit peu sur le développement actuel de l'initiative. Alors, il se trouve que je travaille moi essentiellement sur l'Europe. Ici, vous avez en rouge les villes et les territoires qui sont actuellement membres de l'initiative, et en bleu, les candidats. Il faut savoir que quand on a commencé l'initiative il y a 7 ans, il y avait en Europe 4 villes signataires. Là, on en est à 96. Et une soixantaine de villes et territoires candidats. Donc c'est une initiative qui se développe, on peut dire très rapidement, ce qui d'un côté est très bien, et puis d'un autre côté fait aussi que la charge de travail pour tous est un peu beaucoup importante et que donc il faut pouvoir choisir ses priorités. Je ne parle pas uniquement pour moi, évidemment, mais je parle pour les villes et les territoires membres, et je vais y revenir. Et puis là-dessus, je voulais faire 2 focus. Un premier sur la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors là, vous avez les villes et les territoires membres et candidats en France métropolitaine et ultramarine, où vous pouvez voir 3 choses. La première, c'est que, mis à part Marseille, qui devrait signer dans 1 mois et demi, en gros, les grandes villes françaises et les grands départements et territoires français sont maintenant membres de l'initiative en métropole, ce qui est une chose importante. La deuxième chose, c'est que vous pouvez voir qu'avec les candidats, une fois qu'ils auront signé, on aura un maillage du territoire qui sera vraiment complet. Et puis la troisième chose, c'est que si vous regardez les territoires ultramarins, pour l'instant, il y a 2 signataires, Saint-Denis de la Réunion et Mayotte. Alors, je ne veux mettre la pression à personne, mais ça veut dire que ce colloque, il est doublement important. Il est important, évidemment, localement, au niveau du territoire, pour décider de quels nouveaux programmes peuvent être mis en place, quand, comment et par qui. Mais il est important aussi parce qu'au niveau des territoires ultramarins, pour le coup, Mayotte est vraiment pilote et vraiment pionnier dans l'initiative. C'est-à-dire que, pour être très cynique, ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte et demain et ce qui va se passer après, c'est quelque chose que nous allons utiliser auprès des autres territoires ultramarins pour leur montrer ce qui peut être fait quand un territoire se mobilise, quand les différentes communautés, les acteurs locaux se mobilisent et qu'il y a comme ça un réseau qui se construit de manière très concrète. Le deuxième focus que je voulais faire sur la diapositive suivante, s'il vous plaît, c'est un focus plus régional, où je voulais vous montrer les villes candidates et les villes actuellement membres en Afrique de l'Est et dans l'océan Indien. Où là aussi, vous voyez qu'il y a un maillage qui commence quand même à se construire de manière assez intéressante. Jusqu'à présent, on avait uniquement, enfin jusqu'à il y a 2 ans en fait, on avait uniquement des capitales de pays qui étaient membres. Et puis, tout ça commence à s'étendre. Alors, je vous montre ça parce que vous êtes au milieu de la carte et parce que
une des possibilités qu'offre l'initiative aussi, c'est un maillage géographique s'il est pertinent pour vous. Alors, ça, c'est à vous de nous le dire au moment où vous serez prêt, mais sachez que dans le cadre de l'initiative, si c'est pertinent pour vous d'échanger avec des villes ou des territoires membres d'Afrique de l'Est ou d'océan Indien, c'est une chose qui est possible pour nous aussi à organiser en soutien avec vous. Alors, sur la diapositive suivante, s'il vous plaît, je vous prends aussi quelques exemples de programmes qui ont été développés d'abord en Europe et sur la diapositive suivante, vous verrez en France métropolitaine. Ce que je veux vous montrer avec ces exemples-là, c'est deux choses. D'abord que l'initiative ne se borne pas à signer la déclaration de Paris. Signer la déclaration de Paris, comme l'a fait Mayotte, c'est un premier pas. Ce qui se passe aujourd'hui montre bien qu'effectivement c'est un premier pas et que ça doit déboucher sur des constats, mais aussi sur le développement de programmes concrets. C'est ce qui se fait, là j'ai pris 4 exemples, j'aurais pu vous en prendre plusieurs dizaines en fait, hein. Mais c'est ce qui se fait dans une immense majorité des villes et des territoires membres. Et puis la deuxième chose que je voulais vous montrer avec ces exemples-là, c'est que les programmes qui se mettent en place se mettent toujours en place en collaboration entre les différentes catégories d'acteurs locaux d'une part, et d'autre part, sont souvent centrés pas uniquement sur des aspects médicaux. Et je vous prends en bas à gauche l'exemple de Ancône, qui est une ville de taille moyenne en Italie, il y a 250 000 habitants, je crois, quelque chose comme ça, qui vient de signer au 1er décembre, enfin au 3 décembre, qui va ouvrir un centre de santé sexuelle fin mars. Et l'autre priorité qu'ils ont choisie et qu'ils ont identifiée, c'est une priorité sur le soutien social, y compris le soutien alimentaire à des personnes en situation de précarité à Ancône, Ancône étant une ville d'Italie plutôt pauvre et avec beaucoup de gens en situation de précarité. Et une priorité qui a été identifiée, c'est de se dire que si on veut que les gens viennent se faire dépister, mais aussi si on veut que les gens aient accès au traitement et prennent leur traitement et un jour aient une charge virale indétectable, mais il faut d'abord qu'ils aient à manger, qu'ils aient un toit et qu'ils aient accès à leurs droits. Et c'est une des deux priorités qui a été retenue par Ancône. C'est le cas dans beaucoup d'autres villes que j'aurais pu citer ici en Europe. Sur la diapositive suivante, je vous prends quelques exemples de programmes qui ont été développés dans plusieurs villes de France métropolitaine. Alors, je ne vais pas insister sur Nice parce que je sais que quelqu'un le fera plus tard beaucoup mieux que moi. Mais là encore, ce que je voulais vous montrer, c'est d'une part la diversité des programmes qui vont de programmes d'information et de prévention, comme ça s'est fait à Lyon, et ça continue à se faire à Lyon d'ailleurs, en collaboration avec l'entreprise de transport public de Lyon, la TCL, à des programmes sur, par exemple, le chemsex, sur l'accès à la PrEP, sur la formation des médecins généralistes, et puis des programmes un peu phares aussi qui ont été développés au niveau local, comme à Nice et à Paris au départ, sur Au Labo sans ordo, qui permet l'accès de tous au dépistage partout, sans prescription et sans avoir à débourser d'argent, et qui maintenant va être généralisé au niveau national, ce qui est une grande victoire, pas tellement pour nous, hein, très honnêtement, nous on n'a rien fait, mais pour l'initiative et pour les acteurs locaux et nationaux qui ont mis en place ces programmes-là. Là encore, je voulais montrer la diversité de ces programmes et je voulais vous montrer aussi que certains de ces programmes s'inscrivent dans la durée et que c'est quelque chose sur lequel nous, on est plutôt en soutien. Il y a évidemment certains programmes qui ont vocation à être ponctuels. Hein, quand on fait des programmes de formation, par exemple, c'est forcément plus ou moins ponctuel. D'autres programmes, les programmes d'information, les programmes de sensibilisation, les programmes de lutte contre les discriminations, pour nous, ont vocation à être pérennisés, à s'inscrire dans le temps long. Donc, quand on va réfléchir à quels nouveaux programmes sont nécessaires à Mayotte, ça peut être du médical, ça peut être pas du tout du médical, ça peut être du ponctuel,
ça peut être du temps long aussi et du programme pérenne. Alors, sur la diapositive suivante, s'il vous plaît, juste vous montrer un certain nombre des partenaires qu'on a maintenant au niveau national et international dans différents pays, pour vous montrer d'une part qu'on essaye d'être partenaire le plus possible avec ce qu'on appelle les sociétés savantes, donc les sociétés nationales de lutte contre le sida dans les différents pays, qui sont un peu nos partenaires naturels. Et en France, nous sommes partenaires de la SFLS et on en est très heureux et très contents, je dois dire. Et puis on développe aussi des partenariats avec d'autres organisations internationales qui font la même chose que nous sur les autres thématiques de l'initiative, c'est-à-dire en particulier les hépatites et la tuberculose, évidemment. Ce qui veut dire que s'il y a des priorités à Mayotte qui se développent sur les hépatites ou sur la tuberculose, on peut aussi avoir recours à ces partenaires-là pour aider au montage de nouveaux programmes. Okay. Alors sur la diapositive suivante, et après je vous rassure, j'ai fini, je voulais vous montrer un certain nombre des prochains événements qui vont être organisés cette année par IAPAC avec un certain nombre de partenaires dans le cadre de l'initiative. Je n'ai pas tout listé, mais je voudrais d'une part vous dire deux choses. La première, c'est que, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, une des particularités de cette initiative, c'est que c'est une initiative internationale dans laquelle on essaye de ne pas tout faire en anglais, et que donc dans ce cadre-là, on organise avec le soutien de Gilead tous les ans un atelier pour les villes et territoires français de métropole et ultramarins qui sont membres. Maintenant, on le fait en partenariat aussi avec la SFLS, et donc ce prochain atelier aura lieu en novembre prochain, et il a lieu en format hybride maintenant. Les deux autres rendez-vous qui seront potentiellement importants pour vous, et en tout cas qu'ils sont pour nous, c'est le premier atelier francophone qui va se tenir à la conférence de l'AFRAVI à Marseille début avril, qui va être l'occasion aussi d'échanger avec nos partenaires francophones, mais pas français, n'est-ce pas? Et puis, le troisième événement, c'est le sommet global des Fast Track Cities, et le prochain aura lieu à Séville, en Espagne, si je ne m'abuse, au mois d'octobre, mais il est possible que j'ai fait une erreur, parce que ça arrive très très souvent. Sur la dernière slide, la dernière diapositive, je voulais juste résumer 4 aspects importants, je pense, pour les réflexions qu'on va pouvoir avoir pendant ces 2 jours, si on veut être efficace, et je crois que tout le monde veut être efficace. Le premier, pour moi, c'est de choisir ses priorités. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'il y a beaucoup de choses à faire partout, et on sait tous aussi que de manière réaliste, si on veut, d'une part, pouvoir vraiment développer de nouveaux programmes, d'autre part, pouvoir démontrer leur efficacité, il faut choisir un certain nombre de priorités sur une liste relativement courte. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on pousse nos partenaires locaux à faire. La deuxième chose, c'est d'inscrire les programmes qu'on choisit à la fois dans une optique médicale, mais aussi dans une optique sociale, et d'impliquer tous les acteurs locaux. Alors, c'est le cas jusqu'à présent. C'est aussi un appel qu'on lance un petit peu aux administrations et aux élus locaux de Mayotte. Jusqu'à présent, vous avez été impliqués, et on sait que ça ne date pas de la signature de la déclaration de Paris. On a eu de beaux exemples aujourd'hui déjà. Il faut continuer à l'être, parce que c'est à cette condition-là que les programmes vont pouvoir réussir. Et puis, n'hésitez pas à utiliser le réseau Fast Track Cities et à nous utiliser pour échanger au-delà de Mayotte, pour savoir ce qui se fait ailleurs, pour savoir comment d'autres peuvent vous aider, mais aussi pour voir comment vous pouvez aider d'autres. Et croyez-moi, la situation à Mayotte, l'état des lieux, le diagnostic qui est fait aujourd'hui, le colloque qui est organisé aujourd'hui et ce qui va en découler, va aussi servir d'exemple à beaucoup d'autres. Donc il ne faut pas hésiter à partager
ce que vous savez bien faire, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous savez bien faire. Et puis, je voudrais juste terminer en remerciant vraiment Narik Msada et Monsef pour deux choses. D'abord pour l'organisation de ce colloque et pour nous y avoir associés, ce qui n'était pas du tout une obligation. Et puis pour le travail qu'ils font depuis des années et qu'ils continuent à faire et qui est vraiment impressionnant et qui, encore une fois, peut servir d'exemple à beaucoup dans beaucoup d'autres territoires. Je vous remercie, je reste avec vous, je vais vous écouter et je vous souhaite un bon colloque.